Bonjour, je suis Karine Montreuil, formatrice et psychopraticienne en maïeusthésie, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici donc un nouveau portrait index avec Karine Montreuil installée sur les canapés. Bonjour Karine. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de vous raconter. Est-ce que c'était un exercice facile? Non. Le ton est donné. Non, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on va évidemment installer cette discussion et voir un petit peu ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, en tout cas le parcours qui vous a amené jusqu'ici. Et la singularité, la spécificité de l'index, c'est de découvrir non seulement vos parcours, mais également des expertises assez étonnantes, Eh oui. dont on n'entend absolument jamais parler. Et c'est la vôtre. Exactement. Maïeusthésie. Eh oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce dossier? Alors, expliquez-nous un petit peu quelle est la thématique, quel est l'angle, d'où ça vient? Alors, la maïeusthésie, ça a été mis en place, en fait, modélisé par quelqu'un qui s'appelle Thierry Tournebise et qui a travaillé cette approche de manière un petit peu empirique. Okay. En fait, au contact de ses patients, des formations, etc. Et lui, il est quoi à la base? sensible. Lui, au départ, il était naturopathe, puis il a fait aussi après, il est devenu thérapeute. Et petit à petit, il a mis ça au point avec sa sensibilité. C'est un homme très, très humain et très sensible. Et du coup, petit à petit, il a mis en mots quelque chose d'assez extraordinaire que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui est la maïeusthésie. Est-ce qu'on connaît d'abord l'origine du mot maïeusthésie? Alors, lui, il a déposé ce mot en 2000. Il a nommé donc sa pratique la maïeusthésie, qui est un néologisme. Parce que les gens finissaient par appeler ça la méthode Tournebise et ça lui plaisait pas du tout. Et maïeusthésie, c'est donc un mot composé de deux parties, maïeux, qui fait référence à la maïeutique, qui est l'art, en fait, par le processus de questionnement de faire accoucher la pensée de quelqu'un. Et puis, la maïeutique qu'on connaît bien, qui est le nom qu'on donne aux sages-femmes quand elles accompagnent un accouchement. Et la deuxième partie, plutôt de racines indo-européennes, donc est-anesté, qui peut faire penser à anesthésie, en fait, qui veut dire par le sensible, en fait. Donc en fait, c'est processus d'accouchement de soi par le sensible. Tout un programme. Tout un programme, et on va voir quel programme, mais on va surtout voir ce qui vous amène à ça. Parce que quand on lit, évidemment, vous savez, tous ceux qui viennent s'installer là ont ce qu'on appelle une fiche de production, et donc on connaît un petit peu votre parcours, mais au travers de quelques lignes. Et c'est évidemment plus intéressant de vous entendre, parce que quand on commence des études de design d'espace dans un cabinet d'architecte et qu'on se retrouve ensuite thérapeute, d'abord, est-ce que vous vous considérez comme une thérapeute? Oui, oui. J'ai plus l'âme d'une formatrice, mais je suis vraiment à fond dans mon activité de thérapeute et je pense que je l'ai toujours été un petit peu. Vous avez toujours eu ce besoin d'accompagner? C'est pas un besoin, c'est plutôt un élan. C'est plutôt le goût d'aider les gens à justement à se déployer, c'est plutôt les accompagner effectivement à aller vers le meilleur d'eux-mêmes, à s'ouvrir en fait. Et donc sur si vous avez une carte de visite ou dans les déjeuners ou dîners, quand on vous dit qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous dites je suis psychopraticienne en maïeusthésie. Ah, vous dites quand même en maïeusthésie derrière? Oui, je le dis. Ah, d'accord. Je le dis parce que c'est important, parce que les gens connaissent pas. Du coup, c'est l'opportunité d'en parler, de faire découvrir. Donc, on parlait de votre première partie de vie, et ce cabinet d'architecte où vous commencez en tant que vous faites des études de design d'espace, c'est ça? On se demande, parce que là, pour le coup, on est dans un univers assez cartésien, dans l'absolu. Oui, en même temps, les études de design ou d'architecture, en fait, sont des études très transversales, en fait, qui mobilisent, en fait, vraiment à la fois la créativité, à la fois l'aspect scientifique, mais aussi la connaissance de l'humain, puisqu'en fait, on travaille vraiment au service de l'humain, donc tout ce qui est social, comportemental, psychologie de l'espace fait partie déjà un petit peu des voilà. Et puis il y a vraiment l'univers de l'esthétique qui si on l'étend touche aussi à l'humain, à la beauté de l'être. De la beauté de l'être. Et c'est là où on fait le parallèle, évidemment, avec l'être humain et l'accompagnement que vous pouvez faire avec ceux et celles qui font appel à vous. Aller chercher, probablement, la beauté de l'être que nous sommes tous censés être, par définition, mais qu'il faut parfois
aller aller chercher, rechercher et un faire. peu comme un Ouais, archéologue. exactement, exactement. Comment vous en arrivez à cheminer, à laisser tomber effectivement ce cabinet d'architecte et puis ensuite à vous projeter sur cette thématique, cet angle Ouais, spécifique ouais. d'accompagnement? Alors, bah, déjà, dans l'architecture, on travaille beaucoup avec, les clients, en fait, et à comprendre quelles sont leurs intentions, enfin, donc vraiment, il y a déjà un travail d'accompagnement qui est fort. Mmh. Moi, je me suis peu à peu, spécialisée dans l'accompagnement au changement. Donc je suis allée dans les institutions, écouter des équipes de travail, écouter des services et cetera, pour les aider à, à aller vers un projet et y prendre part. Mmh. Donc on est vraiment dans l'humain, en fait. Et la partie, créative, dessin et cetera, elle venait plus comme au service de ça. Et donc voilà, ça s'est développé, petit à petit, comme ça. Mmh. Et je me suis formée en parallèle parce que j'avais le goût de ça depuis toujours et à un moment donné, il y a un point de bascule. Donc j'arrive à un âge où être sur un chantier, gérer un chantier et cetera, Ouais. ben, m'intéresse moins Mmh. que d'accompagner les individus Les individus qui en ont qui en besoin. ont Mmh. besoin. Comment vous rencontrez ce fameux Thierry qui est à l'origine, de cette, méthode? Ouais, ouais. Alors, en fait, je me suis, pas mal formée à la CNV, qui est plus connue, la communication non Non violente. violente, ouais. Et j'avais déjà un petit peu le projet, l'intention de petit à petit me former pour, moi-même donner des formations autour de ça Mmh. et puis l'utiliser pour compléter mes outils, ma palette d'outils, autour de l'accompagnement au changement. Et en fait, à 2-3 reprises, j'ai entendu parler de Thierry Tournebise et de cette, maïeusthésie. Puis un jour, ça m'a intriguée et je me suis dit: «Bon allez, je me forme, je fais une semaine pour voir ce que c'est». Et quand je suis venue me former à Paris, j'ai pas été formée au début, auprès de Thierry Tournebise, Mmh. mais de quelqu'un qui s'appelle Aurélie Blanchet à Paris. Et quand j'ai découvert, en fait, cette pratique, je me suis dit: «Mais non, c'est incroyable, en fait». C'est comme si j'avais le sentiment que quelqu'un avait mis en mots des choses que j'avais en moi de manière intuitive et qui étaient vraiment, hein, des choses fondamentales, qui Mmh. étaient de l'ordre de valeurs existentielles et cetera. Donc Mmh. du coup, je me suis embarquée là-dedans Alors et expliquez-nous une approche avec cette technique, de la maïeusthésie. Quelqu'un vous consulte, comment est-ce que concrètement vous pratiquez? Quelles sont les phases de déroulement qui permettent, mmh. d'accompagner avec cette technique-là? Comment est-ce qu'on procède? Alors peut-être qu'au préalable, j'ai envie de dire que, heu, on va dire l'essence de la maïeusthésie, c'est vraiment de rétablir de la connexion là où la communication est rompue. D'accord? C'est-à-dire on rétablit la connexion au sein de soi-même, mais après aussi dans les relations extérieures, voire même par rapport à la vie en général. Alors sur les connexions extérieures, on peut comprendre. Par Voilà. rapport à Donc soi-même, par rapport à soi-même, comment ça se passe? Alors on peut considérer que on est constitué de l'ensemble de tout ce qu'on a été depuis l'origine mmh, jusqu'à aujourd'hui. mmh, Jusque-là, tout mmh, va bien. mmh, Sauf qu'il s'avère que dans notre parcours de vie, parfois, on a des moments où on vit des choses qui provoquent une charge émotionnelle hyper forte mmh. et que notre système serait pas en capacité de l'absorber, de l'intégrer. Trauma. Des traumas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le système est bien fait. Il met de côté, en fait, ces parties de soi qui sont, en fait, avec cette charge émotionnelle. Il l'anesthésie un petit peu, mais le conserve dans un coin en vue de le réintégrer quand ce sera le bon moment. Et dans la vie, on réintègre tout un tas de parts clivées, on va dire naturellement. Et donc, la psychothérapie en maïeusthésie, l'idée, c'est de faciliter ces reconnexions avec ces êtres qui ont été clivés, Mmh. en vue de rétablir la communication et de faire en sorte que, comme si c'était un arbre avec des branches qui ne seraient plus irriguées, comme si on allait pouvoir réirriguer ces branches, un petit peu mis en sommeil, on va dire. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut aller rechercher. Alors, c'est ça tout le sujet. C'est-à-dire que contrairement à pas mal de pratiques où on cherche on cherche, on explore, on creuse, là, c'est la posture d'écoute qui fait que ce sont ces êtres-là, entre guillemets, qui reviennent à la surface. C'est-à-dire dans un échange, on va dire, plutôt verbal, Mmh. la posture d'écoute, que moi je mets en place quand j'accompagne,
fait que, en fait, les choses qui ont besoin d'être entendues remontent à la surface très, très vite. Et donc il y a juste à aider, en fait, accompagner, faciliter, la rencontre entre celui que vous êtes aujourd'hui et ses parts qui ont pu être clivées, par le passé. Donc la technique se base essentiellement sur de l'échange, Sur de de l'échange, la discussion. oui, ouais, Et vous orientez un voilà. petit peu les choses? Alors j'oriente, très peu puisqu'en fait, je m'appuie sur les émergences. Je m'appuie sur ce qui émerge. C'est-à-dire, en fait, en quelque sorte, c'est comme si ensemble on était dans une barque. Vous avez la carte et moi j'ai le volant. OK. Et je vous aide juste un petit peu à, voilà, éviter les rochers, etc. Mais en quelque sorte, c'est votre moi qui carte. pagaie. C'est votre carte qu'on suit. C'est-à-dire que moi, je suis pas sachante, je suis pas celle qui va chercher quelque chose de spécifique, mais j'ai cette capacité à accueillir ce qui émerge et à vous aider à le voir pour que vous-même vous puissiez, on va dire, entendre ce qui a besoin d'être entendu. Alors, je me fais évidemment un peu l'avocat du diable et je pousse un peu la discussion. Quelle différence il y a avec une séance de psy dite classique, Ouais. qui est basée là aussi sur de l'échange Ouais. et de la discussion? Alors la différence, c'est que en myostésie, on n'est pas du tout là pour se raconter, pour interpréter, mais on est là pour établir ces rencontres, en fait. Exemple, enfant, une petite fille de 5 ans est face à un accident de voiture. Cette charge émotionnelle est beaucoup trop forte pour elle. Pouf, il y a quelque chose qui fait que c'est anesthésié, mis de côté. Une personne vient dans mon cabinet, on discute d'un blocage autre qu'elle a dans sa vie aujourd'hui. Et par cette écoute, hop, elle évoque cette petite fille. Et ben, cette petite fille dans sa psyché, elle a une réalité. C'est un être à part entière. Et donc, par un système de, on va dire, métaposition, c'est-à-dire je lui demande de regarder cette petite fille qu'elle était. C'est plus elle qui est en train de revivre ce que la petite fille a vécu, mais c'est elle en tant qu'adulte, par exemple, qui est amenée à rencontrer cette petite fille. Et généralement, ce qu'elle rencontre n'est pas du tout son souvenir. Ce qu'elle rencontre, c'est ce qu'elle n'a pas pu voir. Elle rencontre la vraie émotion, le vrai éprouvé qu'a eu cette petite fille. Donc cette petite fille qui n'a jamais pu être entendue, qui a été mise de côté en quelque sorte, qui est restée figée dans l'état où elle était, le fait de pouvoir être reconnue dans ce qu'elle a vécu, son éprouvé dans la nature et la mesure de son éprouvé, parce que souvent, s'il y a clivage, c'est qu'il y a eu quelque chose de très, très violent pour l'être, et ben, fait que le fait d'être reconnu, il y a quelque chose qui se pose, et on le voit d'ailleurs. Voilà, on voit, il y a comme une détente qui s'opère auprès de la personne, et ça se réintègre. Et généralement, quand alors évidemment, on en a plein des petites choses et des petits êtres qui ont été clivés. C'est sûr. Donc on va dire que ça résout pas tout d'un coup de baguette magique, mais souvent quand après une séance, il y a des symptômes qui disparaissent juste en une séance parfois. Quid des personnes qui viennent vous voir, qui savent et qui ont conscience du mal-être dans lequel elles se trouvent, mais qui n'arrivent pas à identifier, parce que identifier la petite fille dont vous venez de prendre l'exemple et de ce trauma qu'elle a vécu avec cet accident de voiture, ça c'est très concret. En revanche, les personnes qui viennent vous voir, qui sont face à vous, qui vous questionnent parce qu'elles sont conscientes de ce mal-être, mais qui n'ont aucune idée du blocage, du trauma et de ce qui en est la conséquence. Bah, l'exemple de la petite fille, ça peut tout à fait être quelqu'un qui n'en a pas du tout conscience, qui n'a pas fait le lien entre ce qu'il vit aujourd'hui dans son présent. C'est parce que la discussion fait que cet être de sa psyché se dit, bah tiens, là, il y a une opportunité à être entendu. Voilà. En fait, en quelque sorte, nous, ce qu'on considère en myostésie, c'est que c'est l'être clivé qui envoie le symptôme comme un signal qui dit il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à voir. Puis en fait, le symptôme, il est tout le temps là, il nous embête, quelque chose. Et à un moment donné, on a cette capacité de voir qu'est-ce qui appelle, et quand il y a la rencontre, bah, ça s'intègre en fait. Après, alors, c'est ce ressenti-là, ces explications-là, cette analyse-là est valable quand on se retrouve dans votre cabinet en one-to-one et qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait en sortant? Quand on a ces informations, quand on a fait cette analyse-là et qu'on a pointé du doigt, qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien à faire en fait. Il y a rien à faire, il y a à laisser décanter. Souvent, voilà. C'est comme si on était touché par soi-même, touché par une partie de soi-même qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de rencontrer. Et l'intégration se fait naturellement en fait après.
Donc après, parfois, effectivement, sur un même symptôme, on peut avoir plusieurs êtres clivés, donc peut-être qu'il peut y avoir, on peut revenir plusieurs fois, voilà, sur des choses, parce que parfois on n'a pas entendu la totalité de ce qu'il y avait à entendre. Par exemple, avec voilà, peut-être qu'elle a eu peur, que cette peur a fait que à un moment donné, elle a basculé dans quelque chose. Elle a même cru peut-être qu'elle était morte. Enfin, voilà, et on va jusqu'à des choses très très graves. Mais comme on le fait avec une certaine douceur, légèreté, et qu'on pousse rien, puisqu'on ne va que là où ça émerge, en fait. Donc c'est ça qui est aussi assez chouette. On dit qu'il est nécessaire, enfin, tout bon thérapeute qui se respecte a déjà commencé par expérimenter sur soi. Vous avez fait ce travail, j'imagine? Oui. Alors bien sûr, moi je continue à suivre encore des séances de myosthésie, et pas que, j'ai d'autres accompagnements, d'autres formes. Mais contrairement peut-être à certains autres praticiens comme moi, il y en a pour qui ça a été vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est cette rencontre avec la myosthésie qui leur a permis de résoudre, en vrai, des grosses problématiques personnelles. Moi, j'ai fait un chemin par ailleurs et je l'utilise, mais ça n'a pas été ça le point de bascule qui m'a fait choisir la myosthésie. Alors, quel est ce point de bascule? C'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment comme si ça m'a permis d'accéder à une vision, on va dire, qui est vraiment beaucoup plus large, parce qu'il y a la thérapie, mais la myosthésie, c'est aussi une manière d'être au monde, c'est une manière de voir les choses sous l'angle de la pertinence. C'est aussi considérer chaque être comme inestimable. C'est tout un tas de valeurs et de changements de paradigme qui font que... C'est une philosophie. Ah, on pourrait dire ça. C'est une philosophie de vie. On pourrait dire ça, oui. Et donc moi, ce que j'aime aussi quand j'accompagne, c'est justement petit à petit accompagner les gens vers une certaine autonomie, à en faire une discipline de vie, une manière d'être au monde qui fait que finalement après, au monde, dans toute vie, on a des difficultés à traverser. Et comment on les gère différemment, et au lieu de focaliser sur le problème extérieur, par exemple, tout de suite on a ce retour et on vient et on accepte ce qui est en train de se passer en nous, on l'accueille. Et même si on ne sait pas exactement la source, on sait que ça vient d'avant ou que ça vient d'une histoire. C'est comme une charge émotionnelle du passé qui remonte à la surface pour être intégrée. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devait faire un raccourci un peu rapide, toutes les charges émotionnelles que vous vivez dans votre quotidien aujourd'hui à l'instant T sont le reflet de quelque chose qui s'est vécu dans le passé? Alors, on peut, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, Bien mais sûr. on peut aller de manière plus large, c'est-à-dire qu'en fait, dans la psyché, on a à la fois tous ceux qu'on a été instant par instant jusqu'à aujourd'hui, mais on a aussi des traces de ce dont on est issu. Donc, et on a même des choses qui appartiennent à l'inconscient collectif. On peut très bien avoir quelque chose en lien avec des histoires de guerre ou autres, on ne sait même pas d'où elles viennent, qui ressortent et qui sont marquantes pour nous, qui sont comme des empreintes émotionnelles qu'on a besoin d'intégrer. Chez vous, ces empreintes émotionnelles, si c'est pas indiscret, c'était quoi? Oh, moi, j'en ai pas mal. Je suis venue avec mes bagages. Je suis venue avec mes bagages. J'en ai pas mal. J'ai, par exemple, justement, si on parle un peu plus de psychogénéalogie, de choses qui viennent d'avant, j'ai, par exemple, un grand-père qui était dans le sous-marin, le Surcouf, qui était un des plus gros sous-marins mondial à la Seconde Guerre mondiale, et il a fait une émission pendant presque 5 ans dans ce sous-marin. Et en fait, il a été débarqué pour une rage de dents. Et en fait, ce sous-marin-là, il a été bombardé le lendemain. Donc, il était un des seuls, avec ceux qui ont été voilà. Et donc, j'ai retrouvé des traces au niveau charge émotionnelle qui sont liées à la fois à cet homme-là qui est mon grand-père, et à la fois aussi à ces êtres qui étaient les victimes de ce sous-marin, qui étaient vus comme des victimes et qui en fait avaient juste envie. On voit en eux plutôt le côté transcendant, communion, et comment à un moment donné ils avaient développé un esprit de corps. Et en fait, c'est des choses qui résonnaient très très fort en moi et qui se remanifestaient à travers des manières d'être, des choses qui grattaient un peu, etc. Dans ma vie. Voilà. Cette histoire dont vous n'aviez
Ah bah absolument non. pas connaissance. Votre Mon grand-père, vous père, n'avez jamais il m'en raconté avait ça. jamais parlé et j'avais entendu parler de cette histoire, mais de manière très lointaine. Mais voilà, ouais. Ouais, c'est drôle. Et du coup, et donc, vous avez cherché la confirmation? Vous avez demandé la Ah confirmation? oui, oui, bah c'est une réalité. Après, ce qu'on cherche, ce qu'on trouve plutôt, c'est pas les histoires qui comptent, c'est vraiment la rencontre avec ces êtres. Donc en fait, même quand on écoute l'histoire, on la met là, on la met un peu au second plan, on l'écoute quand même, et on cherche à connecter avec l'être et à l'éprouver. Donc ce qui compte, c'est l'éprouver plus que la véracité de l'histoire. Et si on va dire le patient ou la personne qui est accompagnée dans le cabinet éprouve quelque chose, c'est une réalité expérientielle, que l'histoire ait existé ou pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, ça existe. Mais c'est peut-être beaucoup plus facile à travailler quand l'histoire a existé, pour le coup. Oui, oui, mais comme on va dire quand on accompagne en maïeusthésie, c'est vraiment on va à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et si à un moment donné, on nous amène sur quelque chose qui est complètement farfelu, on l'accompagne comme on serait avec un enfant qui nous raconte un truc farfelu et on dit: «Ah ouais, c'était comme ça et comment c'était un peu plus?» Et voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'on contacte du coup des Attention à votre choses, micro parce que sinon on va plus vous entendre. on contacte des choses, très, très fortes. Finalement l'histoire, Ouais, c'est finalement, pas si important. c'est ça. La véracité de l'histoire n'est pas Mais nécessairement oui, importante. parce que la charge émotionnelle, elle vient pas de l'histoire, elle vient du ressenti. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'il faut avoir vécu les choses, ou que nos aïeux aient vécu les choses pour pouvoir déterminer cette charge émotionnelle. Or non. Oui, bah, oui. Or non. Or non. Or non. Dans les faits, il y a quand même beaucoup de gens qui sortent et qui retrouvent des choses qui sont des histoires qui ont un écho dans la réalité concrète. Mais finalement, ce qu'ils rencontrent et qu'ils n'avaient jamais vu, c'est vraiment cet éprouvé, c'est ce ressenti, alors que l'histoire, ils la connaissent parfois. Mais l'histoire, ça leur a fait ni chaud ni froid. C'est considéré comme une thérapie brève? Oui. Dans le sens où, bon après, il y a des gens qui peuvent rester sur une plus longue période, mais dans le sens où quand on vient pour, quelque chose qui nous embête, exemple, j'ai du mal à prendre la parole en public, ça peut être un point d'entrée. Ben parfois, quand on arrive effectivement à rencontrer ou à remonter à la source de qu'est-ce qui fait que ça se manifeste comme ça pour soi, bah parfois après 1 ou 2 séances, c'est réglé. Quand on vient pour des choses un peu plus, des dossiers un peu plus costauds, on met un peu plus de temps. Ou quand on est en phase dépressive, forcément ça prend un peu plus de temps. Et puis après, il y a des gens qui aiment tellement ce travail de la maïeusthésie qu'ils viennent juste pour le plaisir de continuer à enlever les couches d'oignons qu'on a, on va dire, je dirais pas de manière infinie, mais en grande quantité. C'est ce que vous faites puisque vous continuez encore aujourd'hui à aller chercher. Ouais. C'est vraiment c'est une spécificité qui est assez étonnante, et on peut se demander aussi lors des premières séances si ça ne vient pas. Ça peut vraiment. J'imagine la première séance, je prends rendez-vous avec vous, je suis face à vous. On commence par quoi? Eh ben, déjà, on commence pourquoi vous avez pris rendez-vous. Oui, non, bien sûr. Et ensuite, quand bien même vous arrivez à un moment de blocage où il n'y a plus rien qui sort, eh ben, on va écouter ça. On va écouter la pertinence du fait que ça sorte pas. On va écouter la pertinence de ce qui est en train de se manifester en vous. Et ça ouvre, en fait. Ouais. Ça ouvre, forcément. Ouais. Et effectivement, ça ressurgit, et ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive parce qu'en fait, comme on est sur le biais de la pertinence, c'est comme si on se mettait à considérer ce qui n'a pas eu la place pour être entendu. On considère ce qui n'est vu par personne, ou ce qui n'est pas reconnu, ou qui n'a pas la place et donc forcément, ça ouvre en fait tout seul. Est-ce qu'il faut être conscient qu'on va soulever, expliquer, faire ressurgir des choses qui peuvent parfois être douloureuses?
Alors, bah, c'est mieux quand même de s'attendre un petit peu à ça. Après, moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui savent pas du tout. Ils arrivent, ils savent même pas ce que c'est que la maïeusthésie. Ils viennent là un peu par hasard parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement Parce qu'ils ont vu psychologique. Ils ont vu la que j'étais thérapeute et voilà, ils ont c'est bien ça. aimé mon site. Ils ont eu Ouais, c'est l'impression ça. que ça avait l'air bien. Et ben, donc je leur explique un petit peu. Et puis en fait, c'est pareil là, dans le langage des thérapeutes, on parle facilement d'être de soi, etc. Bah, il y a des gens qui sont hyper cartésiens, etc. Si on commence à parler de ça, ils ont l'impression qu'on est tout de suite dans l'ésotérisme. Donc on dit autre chose, on dit des parts de soi et on va tout doucement à tâtons. De toute façon, on écoute ce qui est présent et bon. Parce qu'il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle, effectivement, qui n'est pas affichée, mais qui est bien là quand même. On parle de psychogénéalogie, on parle de comment on appelle ça, quand on est impacté par les mémoires du passé. Bref. De charge émotionnelle. De charge émotionnelle, etc. Donc il y a une dimension spirituelle, pour le coup. Il y a une dimension spirituelle, je dirais presque plus dans le chemin qui petit à petit peut être amené à chacun de faire, de reconnexion à soi. Et donc quand on parle de reconnexion à soi, on parle aussi de connexion à plus grand que soi. Bien sûr. Et puis il y a aussi le fait que petit à petit, alors nous en maïeusthésie, on parle de rétablir un état communicant. L'état communicant, c'est un état d'ouverture. Et cet état d'ouverture, donc vis-à-vis de soi, en 1, vis-à-vis des autres, en 2, puisque si on l'est vis-à-vis de soi, on l'est forcément plus facilement pour les autres, et vis-à-vis de la vie en général. Donc ça veut dire qu'un événement on va être beaucoup plus à même d'accueillir ce qui est que dans un état de crispation où finalement où on râle parce qu'il y a ça qui nous embête, il y a ça qui nous embête, etc. Alors qu'en fait, au final, en faisant ce chemin-là, on apprend à percevoir les choses différemment. On apprend à voir la pertinence des choses, à accepter qu'elles soient là. Et donc, ça change pas du tout au tout la vie, mais ça change la manière de le vivre. Est-ce que la maïeusthésie vous a réconcilié avec vous-même? Oui. Ça, en tout cas, ça a contribué à me faire avancer sur ce chemin. Et oui, pour moi, il y a un avant-après, dans le sens où avant, justement, j'étais dans ma vie, il y avait tout un tas de choses qui m'embêtaient, où je pouvais avoir l'impression d'être piégée, d'être coincée, etc. Et maintenant, il y a des choses, des fois même des catastrophes qui m'arrivent, mais je suis vraiment plus tranquille avec, quoi. C'est-à-dire, au lieu de faire des montagnes russes. Voilà, montagnes russes. Maintenant, voilà, ça se vit, ça se traverse. Les difficultés sont là aussi. Juste, alors une question aussi, c'est de savoir. D'abord, vous consultez à distance. On peut faire les choses à distance. Ouais. Alors, on peut le faire par visio, mais moi, j'aime bien par téléphone. Ça marche très bien. Par téléphone aussi. Alors, par téléphone, quand il y a des silences. Oui, mais ça marche quand même. Vous n'avez pas besoin de voir les gens nécessairement. Non. Parce qu'en fait, on se connecte beaucoup plus à l'être qu'à l'information. L'information passe au second plan. Et on est dans un état de communication qui est plus sur l'attention portée à l'être qui est en face au téléphone, par exemple, ou les êtres qui se présentent, les êtres émergents qui se présentent, que sur l'intérêt de l'information qu'ils nous donnent. Donc, c'est pas du tout la même chose. Dans cet index, moi, j'aime beaucoup demander aux praticiens, aux thérapeutes qui sont installés sur les canapés de nous raconter une histoire. C'est le fameux avant-après. Est-ce que dans votre accompagnement, vous avez une histoire qui vous a profondément marqué, de quelqu'un que vous avez accompagné et qui a changé? Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a souvent le avant-après quand on fait les travaux dans une maison. On a toujours une bâtisse qui est un peu effritée, qui est un peu en ruine, et puis il y a les travaux et on arrive à construire quelque chose de magnifique. Est-ce que vous avez souvenir de quelqu'un que vous avez accompagné qui est arrivé un peu démoli et qui Alors j'ai un souvenir récent. Alors le problème c'est que par rapport à la confidentialité, c'est non mais vous n'êtes oui mais bien sûr, mais sans le nommer, je pense que la personne va se reconnaître. D'accord. Donc bon, je vais quand même tenter de le faire et je voudrais quand même mettre aussi un bémol. C'est-à-dire que on est vraiment qu'un facilitateur. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est pas uniquement moi en tant que thérapeute. Évidemment. Qui est on va dire qui est responsable du résultat pour cette personne. C'est vraiment le chemin que elle a fait
et qui a permis ça. Donc, je voudrais quand même le dire. Bien parce sûr, que bien sûr. ça Oui, me paraît très vous donnez les important. outils pour, et puis Ouais, après, chacun travaille et chemine comme il Donc, l'entend. j'ai eu une femme qui avait déjà un certain âge, qui était à la retraite, donc plus de la soixantaine, qui est arrivée et qui était complètement en dépression, mais terrible. Elle en était à un stade où elle avait été tellement enfermée dans le personnage qu'elle était en train de tout déconstruire. Elle était en train de casser aussi, de rompre tous les liens qu'elle avait avec sa famille, avec sa mère qui a 95 ans, avec ses frères et sœurs, etc., parce qu'elle s'était beaucoup trop donnée. Et donc elle était dans cette phase de colère, de rage. Elle avait des symptômes physiques assez importants, de dents qui tombent. Enfin, vraiment, c'était la catastrophe au niveau émotionnel, au niveau physique et psychique. Elle était vraiment pas bien. Et cette personne-là, c'est des séances par téléphone d'ailleurs que j'ai faites. Je l'ai accompagnée pour une longue période, je crois pendant 1 an et demi. Et il y a eu toute une première période où on n'a même pas pu faire des séances de maïeusthésie à proprement parler, puisqu'elle avait tellement de choses dans sa vie immédiate qui étaient là, qu'elle avait besoin de dire, qu'elle avait besoin de parler, etc., que on a déjà passé tout un temps à accueillir ça. Et puis après, on a pu un petit peu avancer, et puis elle a cheminé de son côté. Et là, au mois de mars, je crois, elle est partie faire un trek en Amérique du Sud en vélo, toute seule, et pour 3 semaines. Elle fait beaucoup de vélo, cette femme-là. Elle a des capacités physiques exceptionnelles. Et alors, elle était avec des gens, elle rencontrait des gens, alors qu'elle avait toujours des difficultés dans les endroits où dans chaque groupe, ça créait des problèmes. Elle rentrait en conflit, etc. Et là, elle a envoyé des photos où on a pu la suivre. Elle était rayonnante. Incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est la plus belle récompense. C'est assez bluffant, ouais. Et vraiment bravo à elle. C'est extraordinaire le travail qu'elle a mené. En tout cas, je trouve que, du coup, vous êtes aligné avec ce que vous faites. Vous êtes enfin raccord. L'architecture ne vous manque pas. Non, c'est pas loin. Le design d'espace ne vous manque pas. Sauf que vous designez l'intérieur maintenant des. Je ne me permettrai Non, pas. mais bon, disons, vous accompagnez pour que le design se fasse. Oui. Voilà. Je suis sensible à l'architecture. À l'architecture intérieure. Des voilà, exactement. Et c'est évidemment très intéressant. Alors, notez ce nom, maïeusthésie. En plus, je trouve que dans les déjeuners ou les dîners, c'est classe de sortir un mot comme ça. Voilà. J'ai appris ce qu'est la maïeusthésie. Et on va mettre évidemment tous les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Karine Montreuil. Les formations? Alors les formations, bien sûr, ça c'est vraiment ce qui m'intéresse, parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir transmettre. Oui. J'ai une pépite dans les mains. Bien sûr. Et j'ai envie de la transmettre. Et pour moi, c'est un outil qui permet d'aller vers l'autonomie. C'est-à-dire, bien sûr, c'est bien de faire des séances pour donner un coup de pouce, mais après, c'est pas mal de se former pour pouvoir être autonome, pour pouvoir intégrer vraiment cette manière d'être. Et puis, je dirais que, en fait, on a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui viennent, en fait, se former. Pourquoi? Parce que ça donne une qualité d'écoute qui est exceptionnelle, en fait. On est bien au-delà de l'écoute active, de l'écoute empathique, etc. On est vraiment dans quelque chose qui, généralement, quand il y a quelqu'un qui vient pour la première fois, il ressort et dit, je crois que j'ai comme ça. Combien de temps faut-il pour se former? Ça dépend la vitesse à laquelle on va et puis le temps d'intégration. Mais le cursus, c'est en 5 semaines. Voilà. Plus la certification, ceux qui veulent devenir praticiens. On est en train de... Voilà. On peut se former déjà en faisant 3 semaines. On a déjà des clés pour soi, pour l'intégrer dans une autre pratique. C'est ce que j'allais dire. Ça peut être très complémentaire d'une autre pratique et pour être le couteau suisse justement de cette approche et de faire en sorte qu'on puisse avoir différentes techniques en fonction de les personnalités qu'on a en face. Je suis en train de faire des petites interviews avec une autre formatrice de gens qui se sont formés à la maïeusthésie. On a une ergothérapeute, on a une EduxP, on a un infirmier anesthésiste, un psychologue, pour montrer qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça vient compléter. Les gens continuent à faire leur pratique avec leurs compétences, leur expertise, et c'est comme si ça venait, ça introduisait en fait une
un regard différent. On n'est plus là en train, avec notre couteau suisse, justement, de dire comment je vais me débarrasser du problème, mais plutôt comment entendre ce qui n'est pas entendu, comment accueillir ce qui est à accueillir, comment accompagner le déploiement. Merci beaucoup, Karine. Merci de nous avoir présenté la myosthésie. Merci. Merci en tout cas de le dire avec ces mots, avec cette expertise-là, cette sensibilité-là et cette douceur-là, et ce côté très pédagogue que vous avez, parce que c'est souvent des notions un peu abstraites. C'est ça. Quand on en parle comme ça, waouh. Et mettre des mots sur ces notions abstraites-là, c'est un challenge que vous avez relevé. Eh ben merci. Haut la main. Merci Bravo beaucoup à vous. de votre accueil. Merci Karine. Autour de la vidéo, tous les liens, les sites internet évidemment, et puis tous les réseaux et toute l'actualité avec la fiche spécifique de Karine Montreuil. Merci à vous. Bon retour à Grenoble, dans la cuvette. C'est ça. Il paraît, on dit ça comme ça. Et on se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.